fermerons et ouvrons et procéder. Non, c'est déjà d'anticiper, de prévoir ce qui va arriver. Et qu'on soit, nous, dans cette route de la soie, sud, que Madagascar puisse aussi bénéficier de cela, de préparer. À terme, qu'on le veuille ou non, c'est écrit. Et pour des raisons qu'on pourra évoquer après lors du cocktail, pour ne pas faire trop long, mais gardez ça en tête. Voici les opportunités, je dirais, présentes et à venir, qu'il y a d'un point de vue géostratégique. Voilà. Voilà, c'est toutes des comparaisons, je pense qu'on pourra laisser ça aux personnes. Qu'est-ce que je veux dire, ou qu'est-ce que cette slide veut vous partager? Des slides de l'Organisation mondiale du tourisme, donc sous votre autorité, parce que c'est basé en Espagne, voilà, monsieur l'ambassadeur. Là, c'est juste une photographie sur le nombre de touristes qui ont foulé la Tanzanie, l'Afrique du Sud et autres. Juste à côté de nous, on a quasiment une dizaine de millions de touristes en Afrique du Sud. Je vous évoquais l'Afrique du Sud tout à l'heure. Alors, on se reposer la question. La majorité sont des Anglais. Quand on regarde aujourd'hui la répartition de touristes qui visitent Madagascar, c'est majoritairement des Français. Ça, c'est très bien, ça confirme effectivement ce lien très fort qu'on a. Vous avez des Italiens. Mais l'anglais, lui, c'est quasiment peanuts. Voilà, permettez-moi l'expression. La grande question qu'on peut se poser, faut-il attaquer l'anglais sur son marché au Royaume-Uni ou faire de la publicité en Afrique du Sud qui nous coûterait moins cher et de demander une extension? Profitez d'être déjà à côté pour venir nous voir. Pareil pour la Tanzanie, pareil pour le Mozambique. C'est un peu ce qu'on essaie de faire et qu'on réussit par moment avec l'île Maurice ou la Réunion. Voilà des leviers en fin de compte. Voilà. En termes d'investissement, ça devrait... Encore une fois, c'est des idées, c'est pas des recommandations que je suis en train de faire là. Là, c'est une répartition de la part, effectivement, de l'activité du tourisme. On est très dépendant du tourisme. C'est bien et c'est inquiétant à la fois. Ce qu'on voudrait, c'est que la filière cacao puisse monter en création de valeur et dans le PIB malagasy, voilà. Mais le fait est qu'aujourd'hui, vous avez 10% de la main-d'œuvre ou des travailleurs qui sont dans le secteur du tourisme, voilà, en sachant qu'on est environ entre 8 et 9 millions de travailleurs à Madagascar, et en termes de PIB, le tourisme représente aux alentours de 13%. 10% également, comme vous le savez, le PIB malgache est aux alentours de 13 milliards de dollars. Bon, je vais le dire aussi, c'est le même volume que pour l'île Maurice. 13 milliards également. La différence, la création de valeur. La création de valeur. Ce que disait effectivement le président. Création de valeur. Si on crée de la valeur, et le tourisme, on peut créer de la valeur, ben là, c'est comptabilisé dans le produit intérieur brut. Voilà. Un enjeu très fort quand on parlait effectivement de ces millions de personnes. Aujourd'hui, 27 millions dans 30 ans. En 2050, on aura plus de 50 millions d'habitants. C'est l'aménagement du territoire. Je pense que l'enjeu, il est là aussi. On voit foule qui débarque à Antananarive, espérant trouver l'Eldorado, ce qui est tout à fait loisible et tout à fait légitime, si je peux m'exprimer ainsi. Cependant, arrivé là, il n'y a que des illusions. Et il y a même une surpopulation. C'est pour ça qu'il est important de créer des villes, c'est pour ça qu'il est incréant. Mais si on regarde d'un point de vue touristique, il y a justement tous ces sites, tous ces patrimoines naturels, culturels, qui sont indélocalisables. Vous n'aurez jamais le Tsing, bien entendu en photo, Madame le maire, ici à Cachan. Vous n'aurez jamais les forêts d'Ansnan, je ne sais pas moi, au Maroc. C'est indélocalisable. Et ça a de la valeur. Maintenant, comment peut-on faire? Comment peut-on réussir pour que les personnes, 1, prennent conscience que ça a de la valeur, 2, qu'il faut préserver, 3, valoriser et monétiser en même temps? Je n'ai pas la réponse. Et c'est peut-être des talents qui se trouvent ici qui pourraient répondre à cela. Rétention, je l'ai évoqué, l'objectif aussi, comme je le disais, c'est un équilibre. C'est de pouvoir se développer, oui, de créer de la valeur, oui, mais que le PIB soit bien réparti sur tous les territoires pour des fins, je dirais, d'aménagement de territoire, qu'il n'y ait pas de déstabilisation qu'on peut avoir. Voilà. Je prends juste le cas parce que vous avez évoqué la coopération décentralisée. Je me souviens j'avais donc pas représenté Madagascar dans une conférence internationale à Caen en 2011 et j'étais avec le président de la région de la Basse-Normandie qui allait fêter justement les 70 ans du débarquement de Normandie.
Monsieur le Président, est-ce qu'on pourrait avoir, nous, Madagascar, un stand? Parce que là, il y aura quasiment 700, 800 000 personnes. Mais vous voyez, c'est 5 fois Woodstock, hein. Et de pouvoir, effectivement... Alors, effectivement, il y avait l'absence d'un ambassadeur. Donc là aussi, comme quoi c'est très important, hein, qui aurait pu faciliter cela. Et puis les délais étaient trop courts pour pouvoir mobiliser les gens qui vont bien. Tout ça, c'est pour dire, c'est que la coopération des cendriers, il faut y capitaliser. Et vous avez tout à fait raison, Madame le maire. La coopération des cendriers, il y a déjà la coopération. Et décentralisée, et que chaque région de Madagascar puisse avoir une coopération des cendriers. C'est un vœu, monsieur l'ambassadeur, hein, que chaque région puisse alors, française, européenne et internationale. Quand vous êtes à Diego Cérès et que vous êtes le deuxième B, la seconde B au monde, la première étant bien entendu celle de Rio, mais un partenariat entre Rio et Diego Cérès, pour moi, c'est un partenariat évident. Mais parce que c'est loin, parce qu'il y a toujours... Mais on n'est pas là pour blâmer qui que ce soit. Je dis tout simplement, voilà les opportunités. Et quand vous êtes il y a les baies, effectivement, aussi en France, parce que il y a même la présidente de cette association est française, ben c'est cette promotion-là qui peut se faire plus naturellement. Alors, j'évoquais tout à l'heure, et avant d'aborder la partie diplomatie économique, c'est qu'est-ce qu'on a aujourd'hui comme atout, on va dire. Alors, normalement, il y a des effets, hein. Normalement, il y a des effets, parce que là, vu comme ça, waouh, qu'est-ce qu'il a foutu sur le slide? Non, il y a des effets, voilà. Maintenant, comme c'est fait, on va essayer de gérer. Je regardais en fait la liste des patrimoines classés, vous savez, à l'UNESCO. Hein, vous avez donc les patrimoines tangibles et immatériels. Alors là, je parle sous monsieur l'ambassadeur, hein, là, je passe sur votre autorité. Et je regardais en fin de compte tout ce qu'il y avait. Et un oncle, Rakoutou-Arsou, Jean-Aimé, me dit, on en a 3 aujourd'hui de classés dans le patrimoine de l'UNESCO, et vous les avez là, c'est le Tsik de Bémara, le Rouf d'Abouimang, et les forêts humides d'Ansinanen. Après, on a le savoir-faire en bois des Afmanir, c'est classé. Et là, je me posais la question, je demandais à des amis dans le secteur du tourisme, est-ce que vous pouvez me donner juste une data? C'est quand je suis classé dans à l'UNESCO, répertorié, enregistré à l'UNESCO comme patrimoine ou savoir-faire, qu'est-ce que ça génère en termes d'envie d'aller visiter? Voilà. Est-ce qu'il y a une impulsion, il y a un trigger, un déclenchement? Ils m'ont dit oui. Et c'est selon la distance, selon les endroits. Mais par exemple, si tu prends le Maloya, par exemple, qui est répertorié, la danse Mayola, vous connaissez, hein, la Réunion, c'est dans le savoir-faire répertorié à l'UNESCO. Ça a généré régulièrement, et ça génère régulièrement du tourisme, parce que c'est disponible. En d'autres termes, en répertoriant, je pense notamment au Salig, voilà, ou à Fundafundao, pourquoi pas, mais quelque chose de gravé, ça va générer. Je pense au Kabal, et là je remercie M. Rakoutou-Vroméric, hein, qui a fait partie de ça. Il faudrait même franciser le Kabar, hein, parce que ce serait bien aussi de l'avoir. C'est toutes ces choses-là qu'on peut faire, et ça, monsieur l'ambassadeur, voilà, c'est juste un souhait, hein, qu'on émet ici, c'est de pouvoir répertorier un peu plus. Et n'hésitez pas, monsieur l'ambassadeur, et je sais que vous discutez assez régulièrement avec notre représentante au sein de l'UNESCO, c'est clé. Et ça va faciliter les ventes vers Madagascar, parce que c'est un attrait. Voilà. Alors, plus génériquement, c'est aussi, vous l'avez évoqué, Madame le maire, en fait, le tourisme, c'est de l'histoire. Raconter des histoires. Vous pouvez avoir la plus belle plage au monde, s'il n'y a pas d'histoire autour, s'il n'y a pas d'échange, s'il n'y a pas la population, ça devient vite gonflant, en fait. Hein. Ok, je vois la vague, au contraire, on peut même être, distrait par la vague. Et on a des histoires à raconter, bien entendu, que de Commermont, hein, et puis on attend effectivement votre livre, hein, Madame le maire, hein, donc on pourra partager toute la famille. J'ai connu d'ailleurs plusieurs membres de votre famille, hein, là-dessus. Mais imaginez encore une fois toute l'histoire que les Portugais ont encore en tête, les Diego Diaz et Fernando Suarez, qui étaient des Portugais, c'est eux qui ont donné le nom, alors peut-être qu'il y en a qui me connaissent mieux que moi, parce qu'il y a des historiens qui ont donné le nom à Diego Suarez. C'est pas juste venu comme ça, hein. Il y a des histoires, il y a eu des combats, il s'est trompé, il voulait aller en Inde, non, il est débarqué à Madagascar.
se dit, mais tiens, qu'est-ce que c'est cet endroit? C'est ça l'histoire, là. C'est ça qu'ils veulent raconter. Le pirate, bien entendu, s'est fêté, je pense que vous le savez, là, le Libertalia. Mais ce que je ne savais pas, par exemple, sur le Libertalia, c'est que 150 ans avant l'abolition de l'esclavage en Europe, ils avaient décidé que sur le territoire, à Madagascar, il n'y aurait pas. C'est pour certains, c'est une chimère, une utopie. Pour d'autres, c'est une réalité. Je pense notamment à son compagnon, Thomas Toy, qui est un Anglais. Alors, je me posais la question la semaine dernière, j'étais à Londres. Je posais la question comme ça autour d'un bar avec des amis, des collègues qui travaillent là-bas. Est-ce que vous connaissez Thomas Toy? Yeah, we know it, yeah. Waouh! Et vous savez qu'il est mort à Madagascar? Non, mais c'est une légende ici. J'ai dit, ben voilà un créneau. Si je devais être en Angleterre et parler, je commencerais mon entrée là-dessus. Il est là-bas, allez un peu le visiter là, parce qu'il dort et il n'y a toujours pas d'anglais qui sont venus. Hein. C'est un peu une histoire, c'est cette histoire-là. Tout en sachant bien entendu que du côté de Sainte-Marie, on connaît bien, hein, parce que c'est le grand-père de la princesse Betty. Voilà, j'en sais pas plus sur cette histoire. Deux histoires qui me touchent vraiment, parce que j'ai lu le livre, Jean-François Ruffin, député, qui a écrit Le tour de monde du roi Zibeline. Alors sur le titre, qu'est-ce qu'il veut dire? C'est l'histoire de Beniowski. Beniowski, slovaque, hongrois, tantôt chez les Français, tantôt chez les Russes, mais quelqu'un d'extraordinaire. Après Filou, hein, voilà, c'est aussi une période. Mais il y a toute une histoire, et il était le roi, il a été consacré roi par les Apanzaka à Madagascar, roi de Madagascar. Ce livre-là, il a été un best-seller. Ça, c'est une réelle opportunité de pouvoir encore en parler un peu plus. Ça parle aux gens, ça raconte l'histoire de quelqu'un qui a vécu Madagascar, qui a construit, qui a été grandi, qui a été érigé en tant que roi à Madagascar. Chez nous, c'est chez lui aussi. Voilà, je vous laisse un peu le truc. Peut-être, si vous me permettez, hein, parce que je ne veux pas faire long, la famille Joachim, quelqu'un connaît? Non, vous ne connaissez pas? C'est pas Joachim, hein, c'est Joachim. Au cas où on pourrait, parce que ça c'est bon. Joachim, vous savez cette histoire-là, parce que moi j'étais par terre, je l'avais entendue, et je ne pouvais pas y mettre de nom. Si vous allez du côté de Murundave, il y a des goélettes là-bas. C'est un savoir-faire que ces Bretons ont emmenés à Madagascar, ils ont enseigné à mettre des goélettes, à faire des goélettes, à les construire. Alors, 300, 200 ans, alors je fais juste le calcul, 200 ans plus tard, 150 ans plus tard, ce savoir-faire-là, il existe toujours et uniquement et exclusivement à Madagascar. C'est-à-dire qu'un Breton, pour lui, c'est impératif qu'il fasse le pèlerinage, qu'il voit ce qu'ont fait les goélettes, comment ont été constituées les goélettes. Il y a une histoire derrière. Une agence de voyage, elle a ça, elle est du côté de Bretagne ou pas, mais voilà, ça parle au français. Il va dire, ok, parmi votre séjour, votre circuit, vous allez vous arrêter du côté de Murundave, il y a l'allée des Baobabs, allez voir aussi comment entrer. Et qui plus est, si vous avez envie de donner un coup de massue ou autre, n'hésitez pas, on est là pour vous. Et n'oubliez pas d'acheter, ça fait vivre aussi l'économie, hein, voilà, les gens, n'oubliez pas d'acheter la petite maquette. Dernière chose, parce que moi je suis vraiment un féru du transport aérien. Quand vous me parlez d'avion, je peux être là à vous écouter et à partager. Quelqu'un connaît Jean Assolan? Et Jean Assolan, je vous invite à taper dans Google, hein, Jean Assolan, quand vous serez tout à l'heure. C'est une grande personnalité. Moi, je le connaissais, mais je n'avais pas fait le lien avec Madagascar. Jean Assolan, c'est le premier Français à avoir fait une traversée. Hein, je le mentionne là, donc l'Atlantique Nord, en 1929. Sachez que 2 ans plus tôt, donc il y a une autre personne que vous connaissez tous avec le Saint Spirit, hein, Saint-Louis. Donc lui, il avait fait l'inverse. Jean Assolan est parti de côté. Ce qui est intéressant avec lui, c'est que on est en 39-45 et plutôt maintenant en 42, et vous avez donc le terme d'opération Ironclad. Les gens de Vichy étaient à la tête effectivement de la France à ce temps-là, et d'un point de vue stratégique, il était impératif que les Français aillent libérer une partie d'un coin, hop, et lui il était pilote, et il est mort là-bas. Il y a un pèlerinage aussi à faire. Tous les gens de l'aviation le connaissent. Voilà. Le résumé peut-être de cette slide, c'est on a la matière première. Déjà, nous, chaque malgache est un historien. Quand je posais la question, on a toujours un tataraké, voilà. Et en plus de cela, il y a justement
si vous reprenez les conférences. Alors il faut le prendre ça d'un point de vue, je dirais, passionné, mais pas passionnel. Hein. Voilà, parce que l'histoire aussi, elle est ce qu'elle est. Mais de se dire, ok, si je raconte l'histoire que mon client a envie d'entendre, le voyageur a envie d'entendre, pour qu'il puisse sortir, voilà. Et l'économie, voilà, c'est... Alors, allez-y. Hein. Alors, je voulais effectivement, très rapidement, mais vous l'avez déjà bien résumé, monsieur l'ambassadeur, vous avez tout à fait raison, la diplomatie économique. Ça, c'est une thématique qui m'est très chère également. Très chère, parce qu'en 2007, c'est dans cette même ambassade, on avait organisé avec l'ambassadeur de l'époque, qui n'est plus de ce monde et paix à son âme, ça s'est fait très rapidement, il dit, bon Patrick, oui tu as raison, c'est bien de vouloir faire venir les investisseurs potentiels à Madagascar, mais il y aurait quand même une étape, c'est qu'ils passent tout d'abord au premier territoire malgache avant d'arriver à Ivato. Et le premier territoire malgache, c'est l'ambassade, l'avenue Raphaël. On est allé à l'avenue Raphaël, et de ce temps-là, il y avait un plan, mais le plus important, c'était que ces mêmes investisseurs potentiels aient une idée très claire, puissent préciser un peu plus déjà leur projet, et que de l'autre côté, qu'il n'y ait pas que des surpromesses, mais plutôt voici la réalité, et surtout venant de l'ambassadeur de l'époque, ça résonnait plus fort. Si je peux me résumer par rapport à cette expérience-là, c'est que, pour tous les commerciaux de Madagascar, et monsieur l'ambassadeur, on est plus de 50